Eh bien, écoutez, voilà, je vous épargne le compte à rebours qui est normalement dédié au live. Simplement parce que même si le chat apparaît à côté, cette deuxième partie que vous êtes en train de regarder, cette deuxième partie de la trilogie Resident Evil, est une VOD. Ce n'est pas un live et ce n'est pas une rediffusion du live, tout simplement parce que le live n'a pas pu avoir lieu pour des soucis techniques liés tout simplement à la 4G, puisque c'est ce que j'utilise encore, puisque la fibre a pris un peu de retard, et la météo qui est plutôt mauvaise, ce qui fait que le live a coupé abruptement. Je suis totalement désolé, hein, ce n'est pas de mon ressort au final, mais on va pas annuler cette deuxième partie, parce que il va y avoir un problème, et la troisième partie, vous allez voir partie 1, partie 3, vous allez pas comprendre. Bref, cette deuxième partie est là en VOD, ça devait être un live chill, c'est ça qui est dommage, hein, un live discussion avec vous. C'est pas grave, on va faire un petit truc un peu chill, tranquille à regarder, et puis c'est cool, voilà. Bon bref, il y aura pas d'interaction entre vous et moi, mais c'est pas grave, j'ai quand même des choses à vous dire et c'est plutôt cool. Demain, du coup, sort à l'heure où je vous parle Resident Evil Village, donc le 8e épisode de la saga Resident Evil. Si vous avez suivi le premier épisode, vous savez que Resident Evil fête ses 25 ans cette année et que c'est également ma saga de jeux vidéo préférée, hein, depuis toujours. Et le premier épisode reste encore aujourd'hui mon jeu vidéo préféré. Et aujourd'hui, hier, du coup, on est revenu aux origines de la saga avant d'entamer le 8e épisode en jouant à Resident Evil premier du nom sur PlayStation 1. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais envie de faire? En fait, j'avais envie de vous parler un petit peu de ces épisodes oubliés, les épisodes les plus méconnus de la saga Resident Evil, parce que je pense que vous parler d'un Resident Evil 4 ou d'un Resident Evil 6 n'aura pas grand intérêt, puisque vous le connaissez tous normalement, quoi. Tout le monde est à peu près initié à ça. Et donc, autant vous parler des épisodes un peu plus méconnus de Resident Evil, parce que des épisodes de Resident Evil, il y en a énormément, en fait. Vraiment beaucoup trop, même. Tous ne sont pas obligatoires à la compréhension, mais globalement, tous forment un lore global qui réussit à être à peu près cohérent, quand même. Faut dire ce qui est. En tout cas, tout à peu près est canon dans l'histoire de la saga. C'est ça qu'il faut comprendre avec Resident Evil, c'est qu'à peu près tout est canon. Pas tout, mais à peu près tout. Ce qui veut dire que tout ce qui est spin-off, du style Revelation, du style même des jeux comme Resident Evil Deadline, qui est un peu moins connu, tout ça c'est canon avec la saga. Et c'est également le cas des livres et des mangas autour de la série, et même des films. Quand je ne parle pas des films live action avec Mila Jovovich, qui sont, vous le savez très bien, d'une qualité discutable, on va pas revenir là-dessus. Je parle des films du style Degeneration, je sais plus le nom du deuxième. Le troisième c'est Vendetta, donc les films d'animation. Ceux-là sont canons également. On a une série d'animation qui arrive sur Netflix cet été, du nom du coup de Infinite Darkness, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, tout ça c'est canon. Donc aujourd'hui, on va également, j'ai en fait envie de vous parler un peu des épisodes oubliés. En fait, c'est pas tant des épisodes oubliés que j'ai envie de parler. Je vais vous parler d'un épisode oublié, mon préféré, du coup, de tous les épisodes oubliés de Resident Evil, qui justement est canon. Mais avant ça, j'aimerais faire une petite parenthèse sur les épisodes annulés ou tout simplement les épisodes tels qu'ils devaient l'être à la base avant d'être travaillés. Je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. J'avais fait une vidéo sur la chaîne d'ailleurs à l'époque là-dessus. Je vais juste baisser un petit peu le son de la musique dans mes oreilles parce que ça me stresse un peu là. Voilà, là on est bon normalement, vous entendez la petite musique en fond. Voilà, là le thème de Rebecca Chambers de Resident Evil 1, on trouve fou. On va repasser sur l'écran et replay, voilà que j'utilisais pour la première vidéo. Pour jouer à Resident Evil 1, on va jouer à un jeu Resident Evil après. D'abord, je veux vous parler de quelques petits trucs. Donc là, vous voyez... attendez, je mets bien ça sur le côté. Et je vais ouvrir mon dossier. Ici. Voilà. On va voir si vous voyez ce que je vois. Let's go. Oui, vous le voyez. Je vais vous raconter une histoire.
Ça commence bien quand même, hein. Je vais vous raconter tout simplement l'histoire de ces Resident Evil qu'on n'a pas eu, qui n'ont pas existé, et de la genèse de certains épisodes. On va commencer par le commencement, j'aimerais bien les faire par l'ordre chronologique. Il y a certainement des épisodes que je vais oublier parce que j'ai envie de faire ça un petit peu de manière rapide, parce que il n'y a pas tant de chaînes que ça sur le YouTube FR qui traitent des épisodes vraiment annulés ou déformés de Resident Evil. J'en ai parlé sur la chaîne, comme je l'ai dit, il y a longtemps, dans une émission qui s'appelait Bird of Game, que je faisais en 2013, où j'avais parlé du coup, finalement, des deux épisodes oubliés de Resident Evil, annulés de Resident Evil les plus connus, que sont Resident Evil 1.1 et Resident Evil 3.5. J'ai dit quoi? Non, 1.5 et 3.5 qui était le prototype de Resident Evil 4 et 1.5 qui était le prototype de Resident Evil 2. Je reviendrai après, on va en parler très rapidement. Mais là, pour le moment, je reviens en fait sur... Donc là, ce que vous voyez, c'est une image de la version HD de Resident Evil 0, d'un costume disponible en DLC. Et ce costume-là, il n'est pas anodin. J'étais heureux de voir qu'il l'ait mis, simplement parce que c'est la première version du costume de Rebecca Chambers, tout simplement. Alors du coup, c'était pas très logique qu'elle ait cette tenue, tout simplement parce que cette image est issue, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, là on le voit, je pense qu'on le voit peut-être mieux sur une autre image. Là on le voit bien. C'est issu en fait du prototype que vous voyez là de Resident Evil 0. Parce qu'il faut le savoir, Resident Evil 0 du coup est sorti je crois en 2002 ou 2003 sur GameCube, j'ai plus les dates exactes non plus. Mais avant ça, Resident Evil 0 était prévu pour une sortie sur Nintendo 64. Donc il y avait déjà un deal avec Nintendo pour cet opus, un peu de la même manière que Rebirth, donc le remake de Resident Evil 1, ou même que Resident Evil 4 pendant Resident Evil 4 était une exclue temporaire GameCube, hein, si vous vous souvenez bien. Et du coup là on est sur un prototype de Resident Evil 0 qui avait déjà toutes les bases du jeu et qui était même très très avancé dans son développement. Sur Nintendo 64, je crois même que la sortie était prévue aux alentours de l'année 2000 ou même de 1999. Donc c'était quand même à un stade qui aurait dû sortir bien plus tôt que prévu. Mais Resident Evil 1 était déjà sorti du coup. Et donc c'était pas très logique pour eux en fait de donner un costume différent à Rebecca, sachant que les événements allaient en fait relier directement le début de Resident Evil 1. Et que donc il n'y avait pas de raison qu'elle change de costume entre les deux, sachant qu'il n'y avait pas de réelle coupure ou de moment où elle aurait pu se changer. On voyait donc là on a des images, on voit même Billy, un Billy qui n'a pas sensiblement changé de design en fait, hein. Vous vous souvenez, dans Resident Evil 0 on pouvait switcher de personnages comme ça, on avait Rebecca et Billy, et donc là vous voyez carrément le concept art de son costume qui est assez cool quand même, et je trouve ça génial en fait qu'il l'ait remis un peu comme clin d'œil. Là vous voyez la rencontre entre Billy et Rebecca en version Nintendo 64, c'est assez incroyable. Même Billy a gardé ses tatouages, vous voyez. C'est vraiment Rebecca qui a changé de design, mais le train par exemple est sensiblement le même, hein. Je pense que ça les a bien aidés après pour faire une reversion GameCube avec le moteur qui sera utilisé aussi pour Rebirth. Alors, par contre, je veux bien changer d'image, please. Tout ce que j'avais, donc là vous voyez le train. Là on a un extrait de cinématique d'image de synthèse. Vraiment en mode vieux RE, quoi, avec un ancien moteur. Ça ressemble un peu au moteur de RE2 et de RE3, je pense que c'était le même, honnêtement. Et là, vous voyez un peu les différences. Donc, l'image du prototype, de la cinématique du prototype avec l'image de l'original. Voilà, donc ça, en fait, c'est les mêmes scènes entre le prototype Nintendo 64 et le prototype image. Là, on a encore des choses qui sont vraiment en stade de prototype. On n'a même pas de texturing ou de lighting dessus. Donc il y a des trucs qui n'étaient pas finis, il y a des trucs qui étaient quand même plutôt bien finalisés. Et là, vous voyez un peu ce qu'aurait donné le prototype de Resident Evil 0. Et d'où le fait que je trouve que c'était... là aussi, vous voyez une petite image dans le train, avec les zombies qui ont l'air d'avoir un peu un design entre Resident Evil... Ça ressemble un peu à du design Resident Evil 0 ou 2... pardon, Resident Evil 2 ou 3 dans les rues de Raccoon City. Et aussi un peu, ça va aussi un peu sur les designs de Code Veronica. Mais en tout cas, on était sur un design assez différent. Et du coup, très très beau clin d'œil d'avoir remis ce costume à Rebecca en DLC de Resident Evil 0. Voilà. J'ai fait du coup plusieurs dossiers. J'avais prévu d'en faire une vidéo sur la chaîne. J'ai pas eu le temps de le faire. J'en suis navré du coup. Mais du coup, on se rattrape un peu en faisant ça en live.
Donc moi je vais vous expliquer tout ça. Donc là on l'avait fait, on en a parlé hier, j'ai dit que j'allais en reparler aujourd'hui. Le prototype de Resident Evil 1, tel que Mikami l'avait imaginé à la toute base. Donc là ce que vous voyez en fait, c'est tout simplement les membres originaux de l'équipe. Donc Chris et Jill qui sont restés, avec des designs plutôt inchangés. Vous voyez que la DA des concept art était très très cartoon. Parce que c'était aussi, comme je le disais hier, Shinji Mikami, je ne vais pas refaire toute l'historique, vous pouvez aller voir le premier épisode. Shinji Mikami avait quand même un peu pensé le jeu au début, un peu stylisé et pas forcément très ancré dans le réalisme, ce qui sera décidé plus tard aussi parce qu'ils ont remarqué que les carcans de la peur passent très très bien aussi vers quelque chose de plus réel. Donc là, vous voyez du coup Gelzer aussi à droite et Dewey à gauche, qui sont deux personnages qui n'existent plus dans le jeu. Il me semble que Dewey a été un petit peu modifié pour donner un autre personnage. Alors, qui c'est? Je pense pas que ce soit Forrest. Son design déjà me fait un peu penser au pilote. C'est peut-être pas le pilote de l'hélico, mais le personnage qui meurt bouffé par les chiens au début. J'ai oublié son nom. Est-ce que ce serait pas Kenneth? Je sais plus. Et en tout cas, Gelzer à droite, qui est un peu la montagne de la bande. Je me demande clairement, je pense qu'ils se sont. C'est le personnage qui est devenu Barry, en fait, tout simplement. Et qui avait, alors je sais pas si ça se voit très bien, il me semble qu'il a carrément des membres de son visage un peu de cyborg. Et il me semble que carrément le personnage était un cyborg, d'où la direction beaucoup plus stylisée, peut-être un peu moins réaliste du soft à l'origine. Qu'est-ce qu'on peut également voir du coup dans les premiers... Dans les premières images, on voit que les costumes étaient un peu différents, voilà, des protections. Là, on voit du coup le tout premier prototype du menu du jeu, donc de l'inventaire. Et du coup, on voit en haut, je vais essayer de zoomer un maximum, on voit les 4 personnages, du coup, je pense que les 4 étaient jouables, donc avec Dewey et j'allais dire Gestalt, mais c'est parce que je viens de sortir de Nier, je pense que je suis encore là-dessus. Ah, est-ce que je vais arriver à changer image? Bordel. Un peu chiant, hein, le truc de Google, là. Gelzer, voilà. Donc là, on voyait que dans le menu, on voyait Gelzer et Dewey. Du coup, un petit chat vient me rendre visite. Est-ce que tu veux dire bonjour? Donc voilà. Ça, c'était le menu du jeu. Et du coup, là, vous voyez un peu des images, des prototypes du premier jeu. Donc ça, c'est des scènes. Là, vous voyez, on a l'air d'être dans la salle de la statue où il y a le plan du manoir avec un zombie en premier plan qui a l'air d'être un membre du Stars, qui est pas du tout là dans la version finale, quoi, du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? C'est beaucoup plus difficile de faire ça en live, pas monter, mais voilà. Là, vous voyez par exemple justement la version prototype avec les premiers décors précalculés de la salle de la statue. Vous voyez que c'est quand même vachement plus épuré et que il y a eu beaucoup de travail de lighting pour donner cette ambiance très particulière à cette salle, qui est une de mes préférées du manoir, que je trouve incroyable en termes d'ambiance. Et c'était pas du tout le cas ici. Donc là, je crois qu'on est vraiment dans une genre de V1 du jeu. Là, c'est pareil, ça témoigne aussi un peu de l'ambiance cartoon qu'avait le jeu un peu à l'époque. Parce que là, vous voyez que les cartes de police qu'on choisit au début, on a carrément des images typées manga des personnages. Là où dans la version finale, on a vraiment plus une photo d'un acteur qui a été prise pour coller à un côté beaucoup plus réaliste. Qui sonne très différent. Là, vous voyez également le menu principal du jeu. Qui était quand même assez différent à la base de celui-là qu'on a, qui fonctionne quand même beaucoup mieux, je trouve, celui-là qu'on a actuellement. Non, en globalité, c'était les premières prémices de ce qu'allait devenir Resident Evil 1. C'est vrai que dans la globalité, on a l'impression d'avoir cet angle beaucoup plus stylisé manga, et du coup, beaucoup plus japonais du jeu, là où la version finale de Resident Evil, je trouve, colle beaucoup plus à une ambiance un peu plus américaine. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis une bêtise, je possède le jeu en version japonaise, vous l'avez vu hier, mais je n'ai pas la console pour y jouer. Il me semble que dans la version originale de Resident Evil, qui est sortie, donc telle que j'ai la boîte au Japon, ils ont gardé, il me semble, dans les menus, et peut-être même sur la carte qu'on choisit au début du personnage, les artworks des personnages en version vraiment mangaisée. Parce que, et ça a été, il me semble, changé pour mettre des acteurs et tout à la place de ces images-là.
pour la version américaine. Donc avec une version japonaise beaucoup plus marquée, japonaise, enfin Japanese type quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin un peu plus manga, un peu plus stylisé. Voilà, là on voit du coup le fameux couloir des chiens, hein, vous vous en souvenez tous, avec deux personnages. Alors j'arrive pas à reconnaître, est-ce que c'est Jill derrière? En tout cas, deux personnages qui suivent, donc peut-être qu'il y avait déjà des prémices de la coop, hein, si critiquées dans RE4 et dans RE5. Et là c'est pareil, vous voyez Jill à côté, vous voyez un zombie, Jill et Chris en même temps. Donc peut-être qu'il y avait cet aspect de coop contrôlé par l'IA, voire peut-être jouable à deux, sur les premiers prototypes de Resident Evil 1. Voilà pour la première version de RE1. Maintenant, je vais essayer quand même d'aller un peu plus vite parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes à voir. RE Game Boy, autant le faire tout de suite, RE Game Boy, parce que c'est lié. Il y a eu un RE sur... ça, je crois que... Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un fan art. Il y a eu du RE sur Game Boy avec un épisode, je sais plus le nom, j'y ai joué en plus. Ça se passait sur un bateau, hein, comme quoi il y a quand même pas mal de RE qui se passent sur un bateau. Mais il devait y avoir un Resident Evil 1 sur Game Boy. Là, vous voyez les images préparatoires où ils ont carrément essayé de reproduire vraiment les caméras fixes et tout du jeu sur PlayStation 1. Je trouve ça assez fou, perso, vraiment. Je trouve ça assez incroyable. Là, vous voyez, hop, la salle du manoir, etc. Where is Barry, tout ça. Ok, tac. Ça, ce sont... je sais pas ce que ça fout là, à moins que ce soit les images du prototype de RE2 sur Game Boy, mais il me semble pas... Déjà, ça ressemble pas à de la Game Boy, je suis pas sûr que ce soit quelque chose d'officiel, ça sera à vérifier. Donc là encore, voilà, des images de RE1 sur Game Boy Color, du coup. C'était beau, en vrai, hein, pour de la Game Boy Color et tout, c'était vraiment, vraiment très, très cool. Ça aurait pu donner quelque chose, finalement, je crois que ça a été annulé à un stade de développement assez avancé, mais pas fini non plus. Là, vous voyez carrément la salle à manger sans la table de salle à manger. Donc il y a des éléments, soit qui étaient beaucoup trop lourds pour que le jeu tourne, soit tout simplement que c'était pas terminé. Et il y a carrément un GIF, là vous le voyez, un GIF de Jill avec la plante. Et l'expérimentation une 42, un truc comme ça, je crois, la plante. Désolé, vous le voyez qu'en tout petit parce que je peux pas zoomer vu que c'est un GIF, mais ils ont même fait des GIFs des prototypes Game Boy, je trouve ça assez cool. Là, vous voyez du coup un peu le système de combat, en fait, au final, qui ressemblait quand même pas mal à du tour par tour. Hein. À mon avis, c'était carrément même du tour par tour. Après, j'ai pas l'impression que ce soit que du tour par tour. J'ai l'impression aussi qu'on a certains moments... là, j'ai pas les images, mais là, par exemple, quand on la voit viser, j'ai l'impression que c'est aussi le gameplay traditionnel Resident Evil. Donc peut-être qu'il y avait des passages typiquement au tour par tour. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà ce qu'on a en tout cas de ce qui reste de Resident Evil sur Game Boy, le premier du nom. Maintenant, on va parler rapidement de ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il y a un Bird of Game qui était dédié à ça. Je ne dirais pas d'aller le voir parce que c'est un peu daté. La première version de Resident Evil 2, appelée Resident Evil 1.5, c'est-à-dire au moment où Hideki Kamiya, qui est ensuite allé sur Devil May Cry, avait les rênes totales du projet, et donc avant que Capcom décide que ça allait dans la mauvaise direction, et que Shinji Mikami revienne un petit peu épauler Kamiya pour terminer le projet. Donc là, vous voyez Léon, hein, qui a très peu changé, et accompagné de Elsa Walker, parce que ce n'était pas Claire Redfield à la base qui était là, c'était Elsa Walker. Parce que la volonté aussi, à la base, c'était de faire des épisodes plus ou moins indépendants les uns des autres, et du coup, d'avoir à chaque fois un peu des personnages qui sont déliés, mais Resident Evil 1 avait été un tel succès que Capcom a décidé que ça serait cool d'intégrer au maximum un lien avec le premier. Et c'est pour ça qu'ils ont intégré à la place d'Elsa Walker le personnage de Claire Redfield qui cherche son frère Chris Redfield pour faire un lien direct avec un personnage du premier épisode. Donc là aussi, ce que vous voyez, je pense que peut-être que c'est mieux sur d'autres images que j'ai. Alors, est-ce qu'on a des images in-game qui montrent ce que je veux vous montrer? Bref, vous voyez déjà là des prototypes de Léon avec son armure, avec une armure. Plusieurs types d'armure. Une armure lourde, un gilet pare-balles assez lourd. Et en fait, ça, c'était une des composantes du jeu à la base. Je vais, hop, voilà. C'était une des composantes du jeu à la base. Là, on voit bien les concept art de Léon avec le gilet pare-balles. C'était que une des choses, c'était du coup de un peu mieux voir quand le personnage était blessé, donc des animations un peu plus travaillées du personnage en train de se tenir, genre la hanche, etc. Mais surtout, ils voulaient intégrer un système d'armure, du coup, de gilet pare-balles, de protection,
On pouvait du coup, je sais pas si c'était vraiment du craft ou si c'était tout simplement fallait les trouver. Et du coup, notre personnage pouvait s'équiper de protection, etc. Ne pas se faire mordre par les zombies. Et surtout, il y avait ce système du coup de toujours surveiller sa protection. Et il paraît qu'il y avait un système de blessure beaucoup plus poussé où vous pouviez avoir mal à la jambe, avoir mal à la hanche, avoir mal au bras. Disons vraiment des blessures spatialisées. Sauf qu'encore une fois, ils ont eu, un peu comme Mikami sur le premier, les yeux un peu plus gros que le ventre. Et c'était un peu dur de coder tout ça sur une PlayStation 1. Là, vous voyez, vous avez le choix du personnage entre Léon Kennedy ou Elsa Walker. Le choix que du coup vous aurez du coup quand même sur Resident Evil 2 entre Claire et Léon sur 2 CD, du coup avec 2 scénarios différents, ce qu'on retrouvera sur le remake, ce qui était très très plaisant. Là encore des concept art de Elsa Walker, et là encore un clin d'œil un peu comme le prototype de Rebecca Chambers pour Resident Evil 0. Moi j'adore le fait qu'ils aient ajouté ce skin, ils aient ajouté un skin de Elsa Walker pour Claire Redfield dans Resident Evil Remake, Resident Evil 2 Remake. Beaucoup de gens se sont demandé quel était ce costume. Bah, c'était le costume d'Elsa Walker. Je trouve ça incroyable d'avoir ajouté ce détail. Surtout que dans Resident Evil 2 Remake, j'en reparle après, je vais vous montrer un autre truc vite fait. Voilà, on va passer très vite. Là, vous voyez Elsa avec Sherry dans la salle de contrôle. Et là, vous voyez certains monstres qui avaient été faits pour des petits concept art de William Birkin, des zombies, donc dédiés à la base à Resident Evil, du coup, l'original. Là, vous voyez d'ailleurs le skin de Claire dans RE2 Remake, qui reprend du coup le skin de Elsa Walker. Très très beau clin d'œil. Voilà, encore des images dans le commissariat avec Elsa. À l'époque, des angles de caméra très très différents. Vous voyez par exemple cette salle-là, pas du tout comme ça, du coup dans la RE2 finale. Et là, vous voyez un petit peu tous les personnages réunis avec leur modèle 3D. Donc Léon avec sa tenue civile. Il y a des personnages qui n'ont pas trop changé, genre Cherry ou Marvin Branagh n'avaient pas changé. La seule différence, c'était que Marvin, il me semble, apparaissait directement en zombie dans le jeu. Donc on n'allait pas lui parler et tout. John, c'est pareil, l'armurier, il me semble qu'il agissait différemment dans le jeu. On voit un personnage qui s'appelle Roy, qui du coup était un personnage qui est présent dans le jeu, qui avait totalement disparu. Il me semble que c'était du coup justement un membre de la RPD. Et on voit également Ada avec une tenue vraiment de scientifique, parce qu'on nous disait déjà que c'était un peu une scientifique. Ada a été annoncée dès Resident Evil 1, si vous vous souvenez. Un des scientifiques du manoir Spencer, qui est mort, qui est décédé, c'était le mari de Ada, qu'elle a perdu. Elle lui a envoyé des lettres, ou alors c'est lui qui lui a envoyé une lettre à son amour Ada. Du coup, c'était censé être une scientifique Ada, et du coup, elle troquera cette blouse de scientifique pour sa tenue rouge emblématique de Resident Evil 2. Voilà pour Resident Evil 1.5, hein. C'est des infos que vous pouvez retrouver sur internet très facilement. RE2 Remake, j'ai enlevé parce que finalement je me suis dit ça va faire trop. Mais il y a pas mal de monstres. En fait, c'est globalement des monstres qui ont été abandonnés pour RE2 Remake. Il devait y avoir beaucoup plus de monstres pour RE2 Remake. Et moi j'ai trouvé également ça sur Resident Evil 3. Donc ça peut aussi vous donner des indices pour Resident Evil 3 Remake, hein, parce que maintenant vous connaissez l'histoire, peu importe celle que vous avez faite. Mais c'était des concept art qu'en fait pour RE3 Remake, qui montre du coup, donc là vous voyez Jill en fait qui part un peu en vendetta contre, ça a l'air d'être Brian Iron, donc le chef de la police de Raccoon, si je dis pas de bêtises, c'est lui. Jill un peu en vendetta parce qu'il veut un peu faire disparaître les traces de Raccoon City, de l'événement du manoir. Et là on voit également du coup, il me semble en fait tout simplement il devait y avoir une scène où on voit Chris, Barry et Jill et Rebecca rentrer du manoir Spencer et complètement abattus, avec tout le monde qui se demande ce qui est passé. En fait, tout simplement, Resident Evil 3 devait à la base être beaucoup plus tourné autour du fait des répercussions, montrées plus que par une phrase, le fait que les stars sont rentrées, mais personne ne les a vraiment pris pour des héros après ce qui s'était passé. Personne n'a vraiment voulu les croire. Et ils ont vraiment voulu étouffer l'affaire du manoir Spencer, qui aurait été vraiment une approche très très intéressante, plutôt que, quitte à quand même avoir les rues de Raccoon et un petit peu un simili Resident Evil 2.5. Mais, vous le savez peut-être, le réel Resident Evil 3 numéroté aurait dû être ce qui était Resident Evil Code Veronica. Code Veronica, la suite de l'histoire de Claire, qui est enfermée sur l'île de Roquefort, si je ne dis pas de bêtises.
ça aurait dû être pendant le développement de Resident Evil Code Veronica. Code Veronica s'appelait Resident Evil 3. Sauf que ils ont dit oui, mais ils n'avaient pas envie en fait il restait un épisode à faire pour la PlayStation 1, puisque le Code Veronica devait être le premier épisode de PlayStation 2. Il me semble qu'il est même sorti sur Dreamcast en premier. Bref, c'était le nouvel épisode Next Gen du coup. Ils voulaient encore faire un épisode sur PS1 pour pas qu'il y ait trop de temps à attendre entre les deux épisodes. Et Capcom refusait en fait de faire un spin-off. Et il disait oui, mais si vous faites encore un épisode sur PS1, faites une trilogie PS1 et appelez-le RE3. À la base, en fait, du coup, Code Veronica s'appelait Resident Evil 3. Et Resident Evil 3, ça s'appelait juste Resident Evil Nemesis, ça a été un spin-off. Et du coup, il a gagné son 3, Resident Evil 3 Nemesis. Et Resident Evil 3 est devenu Resident Evil Code Veronica. Voilà. Et du coup, l'histoire de Resident Evil 3 avait pas mal été changée. J'avoue que j'aurais adoré voir ça, perso. Vraiment de ouf. Voilà, donc là, du coup, on passe à RE4. Hein, c'est peut-être l'histoire la plus connue. On parle de Resident Evil, du coup. Comment il l'appelle déjà? C'est 3.5. Le prototype de Resident Evil 4. Donc, vous voyez les images avec ce Léon qui n'a pas trop changé de design. Et surtout, ils sont magnifiques. Vraiment, je trouve ces premières images magnifiques. Vous voyez des caméras fixes, du coup. À l'ancienne, ça c'est un mode, mais j'en parlerai après. Et vous voyez qu'à la base, avant que Léon soit le héros de Resident Evil 4, le héros, c'était lui. Peut-être qu'il vous dit quelque chose. Peut-être. Parce que son nom à lui, c'est Dante. Et vous l'avez compris, voici un artwork préparatoire de Resident Evil 4 avec deux enfants qui sont deux enfants en fait qui apparemment auraient été modifiés par Umbrella, parce que vous voyez le logo d'Umbrella par-dessus eux. Et ces enfants, ce sont des jumeaux qui s'appellent Dante et Virgil. En fait, vous l'avez compris tout simplement, le prototype de Resident Evil 4. Et ça, quand cet artwork a été dessiné, c'était un artwork de Resident Evil 4. Voilà. Et vous l'avez compris, du coup, le projet est devenu Devil May Cry. Donc finalement, Mikami a donné ce projet à son pote qui a fait RE2, donc Hideki Kamiya, et Hideki Kamiya en a fait un nouveau jeu, parce que Capcom a dit, en fait, le problème, c'était qu'il y avait beaucoup trop d'éléments fantasy. Là, c'est pareil, hein, on est sur un... Là, on voit avec Dante avec une mitraillette. C'est un artwork de Resident Evil 4 original. Et du coup, Capcom a dit, ouais, le côté château et tout, c'est cool. D'ailleurs, ils l'ont gardé pour Resident Evil 4. Mais ils ont dit, on retrouve pas vraiment les personnages de Resident Evil des anciens. Ce qui était une erreur qu'ils voulaient déjà un peu éviter avec Resident Evil 2, avec Léon et Elsa qui faisaient deux nouveaux personnages sans aucun lien avec les anciens. Et là, ils disaient non seulement on part avec des tout nouveaux persos, mais en plus on part vraiment vers quelque chose de trop fantasy, parce qu'il y avait une histoire de magie et tout. Même quand ils ont testé le deuxième prototype avec le retour de Léon, dont on voit une image là, donc c'est ce qu'ils appelaient la... Il y a des vidéos, j'ai pas les vidéos là, mais il y a des vidéos, peut-être que je les ai, je vais vérifier. Il y a des vidéos sur internet, cherchez juste Resident Evil 4 Prototype ou Resident Evil 4 Hook Version, parce que c'est le nom de cette version là, qui était la deuxième version du jeu. En fait, c'est Léon qui affronte des personnages vraiment fantomatiques dans un château, et avec des marionnettes animées et tout. C'était vraiment assez... ça partait un peu dans une histoire de fantôme, et Capcom a dit non, non, c'est pas du tout la sève de Resident Evil. Là, vous voyez, ça a l'air, je sais pas si c'est Virgil ou Sparda, mais avec un collier Umbrella. Donc ça, toujours aussi dans les dessins préparatoires. Là, on a la Hook Version, donc la deuxième version, où vous voyez Hook Version parce que homme au crochet, parce que c'était Léon affrontait vraiment des zombies avec un espèce de crochet comme ça, un peu chelou. Donc voilà, ça, ça c'est tiré en fait vraiment de la Hook Version, qui était la deuxième version. Et les dessins préparatoires étaient tirés de la première version de Resident Evil 4, qui finalement est devenue une toute autre saga, qui est Devil May Cry. Donc, du coup, Devil May Cry est né Resident Evil 4, il faut le savoir. Voilà. Bref, tout ça, vous pouvez trouver vraiment, approfondir tout ça sur Internet, ne vous inquiétez pas. Là, on arrive sur un gros dossier. C'est peut-être la version que j'ai découvert le plus sur le tard, mais c'est le prototype de Resident Evil 5. Alors, Resident Evil 5, il y avait des... je vais peut-être en profiter aussi. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Allez, on va mettre YouTube à côté. Tac. Je vais chercher Resident Evil Hook Version. Ça, vous voyez un peu le prototype rapide de Hookman. Voilà, Hookman Version. Ça, c'est vraiment le proto de RE4. Et donc, on avait déjà... il y a carrément certaines pièces du château qui sont actuellement présentes. Ouh là là, la connexion Internet a du mal.
Il y a des environnements qui ont disparu du jeu, genre ça, cette espèce de station, on aurait dit un dirigeable. Je trouve ça incroyable en termes de DA, mais ça a disparu du jeu. On revient sur le virus progenitor, donc virus progenitor qui est présent c'est le Las Plagas, mais il me semble qu'il parle aussi du progenitor dans Resident Evil 4. Euh, mais surtout, cette ambiance assez pesante, il y a des pièces du château qui sont toujours présentes dans le Resident Evil 4 final. Moi, cette version me donnait tellement envie. Et alors, ce que j'ai aimé, c'est ce côté. Moi, j'aimais bien en fait la position de Léon avec la lampe torche comme ça et le flingue comme ça. Je trouvais ça cool. Et la visée qui était quand même assez particulière. En fait, la différence, c'est que ce RE était en caméra fixe à l'ancienne. Mais quand on visait, ça passait en caméra TPS derrière à la Resident Evil 4. Mais cette position de Léon avec la torche et le flingue, que je trouvais très stylée, juste pour des questions stylistiques, bah, ça a été. Là, vous voyez un peu. Regardez un peu le gameplay. La position de Léon, toujours avec sa torche comme ça. Ça, c'est déjà une autre version où il y a des semi-caméras fixes et des semi-caméras fixes en TPS. Mais regardez sa façon de se déplacer. Et même quand il va viser, donc là, on voit parcourir le manoir. Vous voyez, regardez, comme il vise, avec vraiment le flingue et la lampe, j'ai vraiment l'impression que ça a été réutilisé dans RE2 Remake. Donc en fait, RE2 Remake, c'est un RE2 en remake, avec un tout nouveau moteur magnifique, avec un costume référence à la bêta de RE2, et des animations pour Léon et une façon de faire le gameplay en référence à la bêta de RE4. Le fan de RE en moi, fan depuis toujours des prototypes des jeux, était juste comblé avec ce. Là, vous voyez une marionnette qui s'anime. Les marionnettes carrément qui prennent vie. Donc en fait, oui, c'était quand même lié à un virus, mais un virus. En fait, plus ou moins le scénario du jeu, c'était que le virus. Léon était atteint par un virus, qui est d'ailleurs aussi le cas de Resident Evil 4, parce qu'il est atteint par le Las Plagas, hein, je vous apprends rien. Et du coup, ce virus le rendait un peu fou, du coup, il voyait des choses un peu fantomatiques. Mais Capcom avait peur que même en vendant le jeu, ça fasse peur aux gens, et que les gens pensent que la saga était vraiment partie vers quelque chose de folklorique et de surnaturel. Bon, on voit bien ce que ça donne avec Resident Evil Village, hein, qui sort demain, où ils partent vers du loup-garou et du vampire. Peut-être que ça sera expliqué par un virus, etc. Mais maintenant, ils osent beaucoup plus qu'à l'époque, où à l'époque, ils se sont dit, ils ont vraiment peur que ça passe pas auprès du public, même si c'est expliqué par un virus. Quand on regarde juste les images comme ça et que les gens font une interprétation personnelle, ça ressemblait moins à du RE, et le côté pas de zombies et tout leur faisait un peu peur. Je crois qu'on le voit en plus affronter le Hookman. Là, plus encore que. Parce que ce genre de pièce un peu salle à manger et tout, ça ressemble encore plus à Resident Evil Village que RE4 lui-même, qui ressemble déjà beaucoup à Resident, enfin, dont Resident Evil Village s'inspire déjà beaucoup. Et pour le coup, ce prototype de RE4, en plus là où on est seul, hein, il n'y a pas de question d'Ashley, ce prototype de RE4, je pense qu'il a potentiellement encore plus inspiré RE Village que RE4 en lui-même, qui est déjà, je suis désolé, je vais le dire, il faut que je le dise à un moment, RE Village est quand même un peu beaucoup un remake de RE4, hein. Mais là, du coup, vous le voyez, ouais, vous affrontez en fait cette forme un peu fantomatique. Donc là, vous voyez, après, ça a l'air assez dur à contrôler. Le fait de passer entre caméra fixe et visée TPS, hein, c'est assez chaud. Enfin, voilà pour Resident Evil 4. Maintenant, je vais juste vous montrer le first trailer de Resident Evil 5 pour qu'on en parle vite fait. Parce que Resident Evil 5 est un épisode quand même mal aimé de la saga, que j'ai pas trouvé si ouf non plus, mais moi, c'est ce trailer-là qui m'avait beaucoup, beaucoup inspiré. On retrouve l'ambiance finale de Resident Evil 5, mais Chris était quand même pas tout à fait le même perso. Et l'ambiance de ce trailer est quand même assez dingue. Donc c'était en 2005, le jeu lui-même étant sorti en 2008, si je dis pas de bêtises. Donc quand même 4 ans après. Et vous voyez, même ils sont pas comme ça dans RE5, avec les draps comme ça un peu au-dessus. Et je trouvais ça assez travaillé, même si globalement c'est un peu la même chose. Mais vous voyez, Chris est quand même un peu moins musclé. Parce qu'il est vraiment, c'est vraiment une bête, hein, dans RE5. Son design était un peu différent. Là, vous voyez que les méchants font quand même un peu plus zombie, hein, même s'ils courent. J'adore la fin de ce thriller avec juste Chris qui se retourne. Je trouve ça incroyable. Donc ça, c'était vraiment le tout premier thriller de Biohazard 5, donc de Resident Evil 5. Et en fait, il y avait aussi, dans les magazines, ils avaient dévoilé pas mal d'infos sur Resident Evil 5, surtout au niveau du gameplay. Donc ils disaient que déjà à la base, le jeu était pensé pour être un peu coop,
mais il disait il y aura des passages dans le désert et tout, et surtout ce sera un vrai jeu de survie dans le sens où il faudra contrôler le niveau de stress de son personnage, il faudra contrôler, comme c'est le premier Resident Evil dans un pays où il fait chaud, il faudra contrôler la jauge de soif de son personnage. En tout cas, un truc beaucoup plus basé survie, et aussi ils allaient dire oui, l'Afrique, l'origine du monde, du coup on va revenir à l'origine du virus, ce qui a quand même été gardé, hein, avec toute l'histoire de l'escalier du soleil et tout dans Resident Evil 5, qui parle un peu de la souche de virus T, etc., qui est très intéressant d'ailleurs, hein. C'est un des seuls trucs à sauver de Resident Evil 5, mais surtout tout ce côté survie et tout, finalement ils l'ont abandonné pour un clone de RE4, en fait, il faut dire ce qui est, hein, j'aime pas trop dire ça, mais voilà. Et du coup, il reste pas mal d'images prototypes du jeu. Déjà, Irving, du coup, le terroriste de RE5, avait un rôle beaucoup plus important. J'ai plus la chronologie des événements. Bon, on avait déjà Wesker avec cette Jill contrôlée par Wesker. Euh, Là, on voit d'ailleurs des prototypes de la première version avec des personnages qui ressemblaient quand même vraiment à des zombies. Parce que ça avait été aussi un peu critiqué dans RE4 qu'on n'avait pas de zombies. Excusez-moi, et du coup, Soléon tout seul, livré à lui-même, avec la tenue qu'on avait vue dans le premier trailer. Ça, c'est vraiment des images du prototype de RE5. Là, on en voit également. Ils ont l'air d'être dans une genre d'école. C'est pareil, ça n'a pas du tout l'air d'être un environnement qu'on peut visiter maintenant. On devait. Alors, je sais plus dans quelle version du jeu c'est, mais alors, ça, c'est un des trucs qui m'a le plus hypé. On devait, d'une certaine manière, en fait, il y avait des scénarios, ça se passait un peu en Afrique, mais ça se passait aussi dans d'autres environnements. Et un scénario, je crois que le but c'était de chercher des preuves ou de rechercher un truc, nous emmener sur les ruines du Spencer Manor de Resident Evil 1. Parce qu'en fait, Resident Evil 5 a été pensé, et ça se sent aussi dans la fin, c'est la fin de l'arc Wesker, et ça aurait dû être la fin de l'histoire de Chris, c'est que, comme on revient aux origines du virus, en fait, on voit qu'ils avaient pensé les choses pour que RE5 soit finalement le dernier épisode de la saga. Et du coup, quelle meilleure façon que de revenir aux origines et de revenir dans les ruines du Manor Spencer. J'aurais trouvé ça juste incroyable que ça se fasse. Finalement, ça s'est pas fait, ça faisait partie des idées qui n'ont pas été gardées. Bon là c'était une image du début. Ça je l'ai mis, mais c'était le mode mercenaire de Resident Evil 5 qui faisait revenir Barry et Rebecca. C'est assez bizarre d'ailleurs parce que du coup ils ont refait leur modèle 3D uniquement pour le mode Mercenaries. À mon avis, ces personnages avaient été faits parce qu'il devait y avoir des flashbacks qui étaient prévus, peut-être quand ils retournent au manoir Spencer. Et après, quoique, c'est peut-être des modèles 3D qui sont tirés du remake, hein, ça c'est possible. Là, on voit aussi un prototype du tyran, d'une nouvelle forme du tyran, du coup, qui tue un personnage devant Chris. Le tyran n'apparaît finalement pas dans le jeu, puisque tous les monstres sont liés au virus Uroboros, tout noir. Là, il devait y avoir aussi une scène. En fait, Chris devait rejoindre avec un groupe de survivants dont faisait partie, il me semble, Sheva. Peut-être que je dis bêtises, mais en tout cas, c'est ce qu'il me semblait avoir lu. Et en fait, ils devaient tous lutter contre... là, on en voit un El Gigante. Donc les espèces de titans, les géants. Là, voilà, ça c'est l'image préparatoire. Ils devaient lutter contre une armée de El Gigante avec toute l'armée. Il devait y avoir des combats au sol, machin et tout. Et en fait, ce qui est triste, c'est que cette scène est ultra épique et elle a été gardée dans RE5. Sauf qu'au lieu d'avoir une armée, on a un El Gigante. Et c'est une scène qui est entièrement en shoot 'em up. On est derrière une mitrailleuse dans une voiture qui ne bouge pas. Et on est en vue première personne et on tire sur le truc. C'est chiant à crever. Et quand on voit ce que ça devait être à la base, mais c'est incroyable. Moi, je pense qu'en fait, le problème, c'est que des prototypes de RE, il y en a eu plein. Mais le prototype de RE5, c'est celui-là qui part le plus dans tous les sens. Parce qu'il y a des idées, tu as l'impression que ça vient de 4 jeux différents. Et à mon avis, ils ont enlevé plein de trucs. Et il y a des scènes de RE5 qui font ultra brouillon. Tout simplement parce qu'ils ont mis tellement de temps à se décider qu'au bout d'un moment, il fallait sortir le jeu au bout de 4 ans. Et fallait qu'ils se décident, quoi. En fait, le jeu, à mon avis, il a dû vraiment sortir dans la précipitation. Fallait bien faire un truc au bout d'un moment. Là, vous voyez en fait que on a un gun ammo. En fait, le vendeur de RE4 devait être de retour. Je crois que c'était pas le même personnage, du coup, c'était un autre personnage. Mais finalement, c'est juste entre chaque mission, on met un menu, vous pouvez acheter vos armes, on sait pas trop comment. Ça, c'est pareil, c'est ultra brouillon d'avoir foutu ça. Là, on voyait Sheva qui découvrait
les clones tels qu'on les voit dans le jeu. Là, c'est pareil, on avait un bateau qui s'était échoué où on voyait le groupe de survivants que Chris avait rencontré. Là, c'est pareil, c'est quand ils arrivent dans la ville, dans l'espèce de ville fantôme où campait un autre groupe de survivants. Le groupe de survivants, en fait, il devait y avoir une genre de mini-ville en monde ouvert où il y avait l'attaque des El Gigante et les survivants, un peu en mode petite ville attaquée par des titans, en fait, hein, un peu en mode l'attaque des titans. Je trouve ça très stylé. Là, on voit l'attaque des El Gigante, machin, dans les immeubles et tout. Choses qui n'ont pas été gardées, évidemment. C'est tellement triste. Et je crois que j'ai quand même encore d'autres petits trucs. Jill, enfin Chris qui retrouve Jill avec Sheva. Là, on a un concept art encore plus poussé de la petite ville où devait y avoir l'attaque de El Gigante et les survivants. Là, c'est pareil, c'était un temple sous terre, je crois. C'est un peu les premiers concept art de l'espèce de temple où il y a l'escalier du soleil, du coup. Donc, il devait déjà faire partie un peu de l'histoire à ce moment-là. Voilà, l'affrontement final contre Wesker qui devait à la base juste être Chris en avion de chasse contre Wesker. Finalement, ça s'est transformé en hélicoptère avec les lance-roquettes. Ce qui est quand même une scène assez cool. Là, on voit un peu les prototypes des zombies qui devaient apparaître dans le jeu. Là, une scène finale avec. En fait, il devait y avoir encore plus de phases de Wesker, mais ça, il me semble que c'est une phase contre Irvine. En tout cas, il y avait une histoire avec un train. Je sais pas si c'est Irvine ou Wesker, là, pour le coup. Des monstres abandonnés, hein, là, vous le voyez, qui s'accrochent sur la tête avec une grosse bouche bien dégueulasse. En mode alien, en mode facehugger. Voilà. Ils sont cool, hein, quand même, ces concept arts, mais ils sont tous tirés d'un bouquin. En fait, c'est quand le bouquin officiel d'artwork de Resident Evil est sorti que les gens ils se sont dit tiens, c'est bizarre, les trois quarts des artworks, c'est que des trucs qui sont pas dans le jeu. Et c'est là que les gens, du coup, ont mis tout ça sur la toile. Là, on voit aussi Sheva un peu en mode révolutionnaire, survivante, tu vois. Donc je pense que Sheva était déjà sur place et faisait partie d'un groupe de survivants au lieu d'aller directement avec Chris et être lié directement au BSAA. Ah non, franchement, ces concept art sont vraiment très très cool. Ça, je crois que c'était un concept de Excella, à mon avis, qui était beaucoup plus un électron libre dans l'histoire originale et beaucoup moins, disons, à la cheville de Wesker. Ce qui était aussi cool. Franchement, les concept art sont incroyables de RE5. C'est peut-être même les plus incroyables de la saga. Que je m'y attendais pas d'ailleurs, parce que c'est pas un épisode que j'apprécie particulièrement. Là, on voit Jill qui a du mal à reprendre le contrôle sur soi-même à cause de Excella. J'ai l'impression qu'elle a une télécommande pour guider Jill, donc c'était assez différent de la manière dont il la contrôle dans le jeu final. Là, c'est pareil, des prototypes des temples, etc., qu'on peut voir dans le jeu. Là, on voit une attaque de liqueur sur la ville, du coup. Voilà le moment où Chris voit Jill sur les écrans. La manière dont il la découvre dans le jeu, où elle enlève sa capuche et tout, je trouve ça surstylé. Le fait d'avoir. Tout le monde était mystifié par les premiers trailers de Resident Evil où on voyait ce personnage avec je sais plus le nom, mais le masque des médecins italiens là, avec le bec, le masque de corbeau en fait. Et finalement, il s'avérait que c'était Jill dans le jeu. Enfin voilà, Chris qui devait être séparé de Sheva à un moment, donc on aurait dû avoir des vrais moments seuls. Enfin bref, un bel artwork de Chris. C'est peut-être l'épisode de RE qui a le plus changé au final à RE5, hein, au fur et à mesure des années. J'étais content de vous montrer ça parce que au final, c'est presque le prototype. RE4 avait un prototype cool, mais au final, ça a donné quand même un jeu qui est un chef-d'œuvre. Et RE5 est tellement bancal que quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, c'est vraiment. Si j'avais maintenant un RE. Oui. Oui, c'est ça, les médecins de la peste, ouais, mais je crois que enfin, le nom c'était les masques de corbeau, je crois, non? Ça représente un corbeau. Mais c'est ça, c'était pendant la peste, ouais. C'est ça, c'est ça. Et du coup, RE5, finalement, si j'avais un jeu que j'aimerais refaire revenir à la vie dans son prototype original, c'est sûrement RE5, qui aurait dû être assez incroyable et peut-être plus se démarquer juste à une version 2 de RE4. Là, on a quelques petits artworks sympathiques de prototypes de monstres de RE6, du coup, de Resident Evil 6, hein, qui est ce qu'il est. Hein. Le jeu. Les processus créatifs, en fait, à partir de RE5 et de RE4 qui ont pris trop de temps, ont beaucoup changé au sein de Capcom. Et du coup, les équipes étaient beaucoup plus. Comment dire je cherche le mot, je ne sais plus trop, mais formatées
à faire des trucs qui sortent rapidement et avec un scénar déjà écrit à l'avance. Du coup, on a beaucoup moins de traces, de prototypes sur ces épisodes-là parce que les façons de préparer les jeux étaient complètement différentes. Là, on voit des prototypes de zombies. Je trouve les sketchs sont vraiment beaux quand même à voir. Mais globalement, ça c'est pareil, il me semble que c'est un truc qui a été gardé dans le jeu, hein, ce genre de zombie est dans le jeu. Mais clairement, il y a beaucoup, beaucoup moins de- d'artwork de ces jeux-là. Par contre, je dis ça alors qu'on a quand même pas mal de dessins préparatoires, là, comme vous le voyez, de Resident Evil 7, de la famille Baker, qui était quand même un peu différente, hein. Je vais essayer de vous spoiler le moins possible parce que c'est quand même un jeu encore assez récent. Mais là, vous voyez un peu, il y a quand même des personnages qui ont l'air d'avoir été enlevés, en tout cas des designs qui ont l'air d'avoir été changés. Par exemple, une espèce de montagne de muscles là, qui apparaît pas dans le jeu. Mais il y a eu voilà, encore du concept art de Resident Evil 7, ça a été gardé. Euh, Vous voyez là, il y a des personnages qui apparaissent pas du tout dans le jeu. Ça, je pense que c'est Mia du coup. Ça, on l'a jamais vu dans le jeu. Est-ce que ça, c'est la mère Baker peut-être, le père Baker et Lucas Baker du coup, avec des designs complètement différents pour le coup. Après, il y a toujours plein de recherches de design pour les personnages. Ça, c'est tiré du jeu, hein, si je dis pas de bêtises. À moins que ce soit des premiers essais. Là aussi, on voit. C'est assez flippant comme image. Je pense que c'est la petite fille. Elles sont cauchemardesques, ces images de RE7, vraiment. Encore des concept art avec des poupées clouées partout au plafond. Et ça, c'est un décor, je sais pas s'il a été gardé dans le jeu. Est-ce que c'est une partie du bateau, ça? Mais c'est aussi un concept art de RE7, du coup. Euh, Ça, c'est peut-être le plus intéressant. C'est un des premiers concept art de travail de RE7 qui devait pas du tout se passer tel que c'était. Donc là, on parle pas de famille Baker et tout. J'ai très peu de détails sur ces images-là. La seule chose que je sais, c'est que il devait réunir une dernière fois Chris et Jill. Chris qui fait quand même une apparition dans RE7. Maintenant, vous avez vu les trailers de RE Village, vous savez que Chris revient à un moment ou à un autre. Du coup, il devait réunir Chris et Jill. On voit une petite fille à perfusée et on voit une genre de société un peu chelou avec de nouveau cette fille en blanc. Moi, je pense qu'il y avait encore une semi-société style Neo Umbrella et que Chris et Jill devaient mettre en fait un terme une bonne fois pour toutes et que ça devait vraiment prendre un peu la suite de RE5 et ça aurait été cool parce que finalement, après RE5, on ne sait pas ce que Jill devient. On n'a aucune nouvelle de Jill après RE5 et ça aurait pu boucler la boucle d'une façon encore un peu différente. En tout cas, ça c'est vraiment. C'est peut-être un des plus beaux concept art hein, de la galerie, hein. Il est incroyable ce concept art. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Encore des concept art là, du coup du manoir Baker qui a pas beaucoup changé, mais ça rappelle quand même fortement le manoir de RE1. On le disait, on a l'impression qu'ils ont compris que ce que les gens voulaient après RE6, c'était du RE à la Mikami. Mikami, forcément, n'a pas voulu revenir parce qu'il était en train de faire Heavy Briefing, etc. Et du coup, ils ont dit, mais si les gens ils aiment Mikami, Mikami il a fait quoi? RE1 et RE4. RE7 pour moi c'est une revisite de RE1 d'une autre manière. En prenant comme base The Devil Reject, ce genre de choses, donc des inspirations beaucoup plus américaines de films d'horreur récents. Et donc avec le côté un peu Bayou, etc. Donc RE7 pour moi c'est la version Bayou de RE1 et RE4 c'est la version Transylvanie Vampire de RE4 hein, clairement. Donc ils ont juste finalement revisité les deux hits de Mikami en se disant ben comme on n'arriverait à inventer qui contente les gens et que les gens ils disent c'était mieux avant, ben, on va faire comme c'était avant. Voilà. Donc on va faire deux remakes et les deux seuls épisodes originaux ça sera des semi-remakes cachés des deux épisodes qui ont plu à tout le monde. Ce qui n'est pas une façon mauvaise de penser, hein, au final, hein, mais bon, à un moment, c'est la faute des gens aussi. Là, on voit l'énigme, le prototype de l'énigme qui fait très saut hein, là, sur le concept art. L'énigme qu'on retrouve un moment dans le jeu. Et en fait, là, clairement, ça fait saut, mais dans le jeu, le modèle 3D qui est utilisé pour ça, peut-être qu'il vous a foutu les boules, moi aussi. C'est tout simplement, en fait, ils se sont inspirés. C'est un gros clin d'œil, en fait, du zombie de RE1, en fait, le premier zombie qu'on voit. Le modèle 3D est quasiment le même. Voilà. Là, le fameux concept de Mia qui monte les escaliers. Moi, je l'ai fait en VR, hein, le jeu RE7. Ce moment-là, c'était peut-être le pire. Vraiment, de tout le jeu, c'était peut-être le pire avec le combat contre la mère Baker. Et là, on voit le fameux logo Umbrella bleu.
peut-être le truc le plus foireux de l'histoire de RE. Parce que si vous n'avez pas compris, en fait, en gros, vous avez vu Chris débarquer à la fin de RE7, vous vous avez dit, mais what the fuck? Il débarque dans un. Bon, tant pis, je spoil, hein. RE Village sort demain, normalement vous avez fait RE7. Sinon, il est dans le Game Pass, gratos et tout. À la fin de RE7, Chris débarque dans un avion, dans un hélicoptère Umbrella. On se dit, what the fuck? Umbrella n'existe plus depuis des années, depuis que Chris et Jill ont vaincu. C'était quoi? C'était Talos, je crois. Et en fait, dans Umbrella Chronicles, l'épisode Wii qui était en shoot 'em up, un des épisodes aussi oubliés, enfin moins connus, on avait un scénario original en fait qui se passait en 2004 où Chris et Jill se réunissaient pour faire tomber le tout dernier bastion d'Umbrella qui se trouvait en Europe, donc en Russie, et ils affrontaient Talos qui était un petit peu l'arme biologique ultime d'Umbrella. Et c'est à la fin de ce scénario-là, qui était très cool d'ailleurs, que il détruisait officiellement et définitivement Umbrella, puisqu'Umbrella après reviendra uniquement sous la forme d'idéologie de sectes qui prônaient Umbrella comme Neo Umbrella dans Resident Evil 6, comme Las Plagas et Los Illuminados du coup qui utilisaient le Las Plagas dans RE5, ou tout simplement Wesker pour ses propres intérêts avec Ouroboros dans le 5. Et dans RE4 du coup Las Plagas, je me suis trompé. Et du coup là on voit arriver Umbrella, pas Neo Umbrella, Umbrella à la fin du jeu. Et en fait, c'est là que pour moi, la fin de RE7 a aucun sens. Et maintenant, je sais qu'ils vont essayer de rattraper parce qu'ils ont chié dans la colle avec RE8. Déjà, ils ont changé le design de Chris, donc tout le monde a douté sur son identité, alors qu'il avait le même doubleur VO que Chris. Et du coup, tout le monde se sont dit, je remarque qu'il n'y a plus de musique. On va peut-être remettre la petite silence. Voilà. Tout le monde s'est dit, mais c'est qui ce Chris chelou là? Il est pas blond, Chris, il a pas du tout cette gueule là. Et en fait, tout simplement, ils nous ont chié un Chris avec un nouveau design dans leur but de refaire tous les designs des personnages de la saga, comme Léon et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens n'ont pas reconnu Chris, donc ils ont vraiment douté de est-ce que c'était vraiment Chris. Donc finalement, dans RE8, ils ont rechangé son design pour revenir à un design très proche de celui-là qu'il avait dans RE6 et du coup dans les autres épisodes de la saga. Donc on retrouve notre vrai Chris. C'est quand même chronologiquement le Chris d'après RE7. Surtout que c'était pas logique que le Chris de RE7, il était non seulement rajeuni, mais il avait presque perdu ses muscles. Il n'y avait pas de continuité, surtout qu'il voulait quand même faire une semi-continuité dans la saga. Clairement, il fallait finir la saga avec un dernier épisode réellement canon avec Léon et tout. Faut juste finir la saga avec RE5 et assumer le fait que RE7 c'est un reboot en fait, quoi. Vraiment. Et du coup, personne comprenait cette Umbrella, et du coup l'histoire c'est que Chris, en fait, Umbrella Bleu, on va l'appeler Blue Umbrella. Blue Umbrella est un organisme qui a été créé pour lutter contre le bioterrorisme. Et en fait, l'idée qu'ils ont eue, idée de con, c'est de dire, c'est Umbrella Blue, du coup si on s'appelle Umbrella pour lutter contre le bioterrorisme, on va entre guillemets laver l'image que les gens ont de cette société qui s'appelait Umbrella à l'époque. Pire idée. Tu prends le nom d'un groupe terroriste, je vais pas citer de nom de groupe terroriste parce que je sais que sur YouTube ça passe pas très bien. Tu prends le nom d'un groupe terroriste, tu dis on va faire une ligue pour lutter contre ce groupe terroriste, on va s'appeler pareil. Ça n'a aucun sens. Aucun putain de sens. Et surtout, Léon les a rejoints. Bon, il a dit oui, j'étais un peu contraint, mais je voulais un peu prendre des distances avec le BSIA. Mec, Chris est presque des cofondateurs du BSIA, qui est vraiment un institut pour lutter contre le bioterrorisme. Tu quittes un institut pour lutter contre le bioterrorisme pour rejoindre un institut pour lutter contre le bioterrorisme qui s'appelle exactement de la même manière que tes plus gros ennemis. Ça n'a aucun putain de sens. Et ce truc de Umbrella Blue, vraiment, ne sert à rien à part embrouiller les gens avec en plus un nouveau design pour Chris, alors que il suffisait de mettre un hélicoptère BSAA et l'histoire était la même. Ça n'a aucun sens ce moment-là. Et ça n'a pas l'air de revenir dans Resident Evil Village, parce que quand on voit la description de Chris sur le site, un léger spoil, on voit qu'il travaille pour le BSAA. Donc ils sont revenus à la chronologie. Donc en fait, c'est ouf parce que c'est une vraie suite à RE7, mais ils essayent de corriger ni vu ni connu les incohérences qu'ils ont placées dans le 7. Et ça, vous assumez juste pas en fait. C'est-à-dire que le héros de RE8 est le héros introduit dans RE7, mais RE8 prend le scénario un peu
comme si Chris était jamais revenu dans RE7 et que c'était une continuité directe avec le 6, quoi. Et j'espère vraiment qu'ils vont réussir à justifier tout ça, hein. Ça on le saura dans pas trop longtemps, puisque le jeu sort demain, on y jouera du coup dans la partie 3 sur Twitch demain. Mais voilà, cette histoire d'Umbrella Blue m'a un peu saoulé. RE Game Boy, on l'a vu, RE PSP, on sait juste qu'il a failli exister, voilà. Il a été annoncé à l'E3 Resident Evil Portable, on n'a jamais rien eu d'autre que ça, hein, le jeu n'est jamais sorti. Donc voilà. Et puis voilà, écoutez, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer avec ces prototypes de Resident Evil. Maintenant, je vais vous proposer, on va jouer pas longtemps, un tout petit peu, vite fait, parce que j'ai pas envie non plus que ce soit beaucoup trop long à regarder pour vous, un épisode oublié de Resident Evil, qui est mon épisode oublié préféré, assez peu connu. Il porte le nom, vous allez le voir dans quelques secondes. Pourquoi j'ai choisi ce jeu-là? En fait, pour faire une continuité avec la chronologie Mikami et avec Resident Evil Village, qui pour moi est un peu quand même un remake de RE4. J'avais envie de jouer à RE4 aujourd'hui, sauf que tout le monde connaît RE4. Est-ce que ça aurait un intérêt? Revoir le jeu sur PS1, peut-être que beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais RE4, il a été réédité dans toutes les formes, sur toutes les consoles, bientôt en VR en plus. On fera RE4 VR sur la chaîne, j'ai déjà dit hier. Moi, il y a un RE qui m'a quand même beaucoup marqué. S'il se lance. C'est un heureux assez méconnu chez nous, tout simplement à cause de la manière dont il a été vendu. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voilà. Ce jeu, je vais laisser d'ailleurs l'intro du jeu que je trouve folle. J'ai utilisé l'OST de l'intro dans l'intro de ce live de la VOD du coup. Non, du coup, non, parce que c'était dans l'intro du live qui était prévu, mais finalement, comme on le fait en VOD, j'ai pas remise. Du coup, je vais vous laisser l'intro du jeu. Et ce jeu, c'est Resident Evil Outbreak. Et aujourd'hui, on joue à Resident Evil Outbreak 2. Je vais vous expliquer pourquoi, concrètement, Resident Evil Outbreak 2, c'est juste Resident Evil Outbreak 1, avec quelques petits niveaux en plus, qui me semble avaient été... En fait, c'est une version corrigée de Resident Evil Outbreak 1, mais l'histoire est la même. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Resident Evil Outbreak File 2, parce que c'est une version plus plus. En fait, pour vous expliquer, Resident Evil Outbreak est un jeu, Resident Evil, un spin-off, qui se passe en parallèle de Resident Evil 2 et 3, donc pendant la fin de Raccoon City. Et on va nous proposer en fait de jouer un personnage au choix, parmi 8 personnages si je ne dis pas de bêtises. Donc on va pouvoir le choisir, chaque personnage a un métier, a un background, et ce background du coup lui confère un outil spécial lié à son métier. Par exemple, un serrurier va réussir à crocheter des portes plus facilement. Il n'y a pas de serrurier du coup c'est la journaliste crochette les portes facilement. Il y a le personnage de Kevin qui est un personnage dont il y a un petit clin d'œil à lui dans RE3 Remake. Je vais encore plus espérer un remake de RE Outbreak, on espère. Je baisse un peu le son parce que peut-être que vous m'entendez pas bien. Le personnage de Kevin qui est une recrue du RPD comme Léon, qui du coup lui a un flingue sur lui en permanence comme outil spécial qui ne lui prend pas de bloc d'inventaire. Donc chaque personnage a comme ça, par exemple on a une japonaise qui est étudiante et elle du coup elle a un sac à dos et du coup le fait qu'elle ait un sac à dos d'étudiante fait qu'elle peut porter plus de choses que les autres. Mais du coup Outbreak donc raconte comment ces survivants là vont réussir à sortir de Raccoon City, un peu comme Léon ou Jill. Et la particularité c'est que du coup c'est des genres de gros niveaux ouverts où vous allez pouvoir aller dans des lieux de Raccoon City qu'on n'explore pas du tout dans RE2 et RE3. Donc on retrouve des lieux de RE2 et RE3 comme l'hôpital, comme le commissariat. Mais il faut se dire qu'à l'époque, on est sur PS2, c'était donc déjà des lieux qui avaient été remakés pour Outbreak. Donc finalement, quand on se dit le commissariat, il n'a pas été remaké entre RE2, PS1 et RE2 Remake, c'est faux. Il a été remaké pour Outbreak, il a été d'ailleurs aussi remaké pour Resident Evil Darkside Chronicle, qui était aussi la suite de Umbrella Chronicle, le shoot 'em up sur Wii. Vous suivez, hein, c'est compliqué. Et du coup, la deuxième particularité de Resident Evil Outbreak, donc au-delà de visiter des choses comme genre la forêt là, la forêt de Raccoon, hein, qu'on visite enfin, c'est que le jeu était un jeu multijoueur. Alors un jeu solo, qu'on peut jouer totalement en solo, mais même quand on joue au solo, on fait un groupe de 3 personnages, les 2 autres personnages sont contrôlés par l'IA,
Et le but, c'est de travailler en équipe. On a des petits inventaires, donc il faut se passer des objets, machin et tout, dire à telle personne ramasse ça et tout. Et au Japon, il faut savoir qu'au Japon, ils avaient beaucoup plus l'habitude de jouer en mode online que nous. Ils avaient une connexion internet, ils pouvaient brancher un câble Ethernet à leur PS2, et il y avait des jeux multi au Japon, et du coup Resident Evil Outbreak, au Japon, était jouable en ligne, le premier. Et le premier, par contre, n'était pas jouable en online chez nous, parce que c'était pas encore assez développé chez nous le online sur PS2. C'est pour ça que nous, on a eu cette version Outbreak File 2, qui rajoutait un petit peu... en fait, il y avait une deuxième version d'Outbreak aussi au Japon, donc ils rajoutaient en fait toutes les petites corrections de la version 2 de Outbreak, et en même temps, ils amenaient pour la première fois le online chez nous, qui n'était pas du coup présent sur notre première version d'Outbreak. Et donc Outbreak 2 était jouable si tu connectais un câble à ta PS2 en online. Donc il y a deux personnes qui prenaient le contrôle des deux autres personnages. Chacun choisissait son perso et on faisait les niveaux à 3. Et ça, c'est quand même assez cool. Et on est parti. Là, vous voyez, du coup, mode réseau. On pouvait jouer en ligne à Resident Evil Outbreak. Et du coup, quand vous vous dites qu'aujourd'hui, les modes online de Resident Evil, c'est Umbrella Corp de merde, c'est Reverse de merde, juste du PVP avec c'est le mode online PVP de RE8 et dedans il y a le skin de Chris de RE7. Ça a juste déjà pas de sens, c'est pourri, les bêtas ont prouvé que c'était pourri. Résistance qui déjà était un peu plus original mais pas foufou non plus, mais s'inspirait quand même déjà beaucoup de Outbreak. Et je suis juste en mode, mais pourquoi vous n'avez pas depuis le début fait juste un remake de Outbreak? Le moteur vous avez le RE Engine, vous le faites en TPS. Et vous reprenez ce principe de mission coop dans un Raccoon City ouvert. En plus, vous avez déjà la moitié des bâtiments et tout qui sont modélisés pour les remakes. Et refaites Outbreak, putain, tout. Enfin, je suis sûr que tout le monde, même ceux qui connaissent pas le jeu, parce que c'est quand même un épisode assez méconnu, les gens se prendraient au jeu, quoi, vraiment. Donc là, vous voyez, on choisit le niveau. Donc là, on a le bar de Raccoon, donc on va être dans les rues de Raccoon. Wild Thing, c'est le zoo de Raccoon City. On va pouvoir affronter du coup des monstres zombies comme un éléphant zombie. Là, vous voyez à quel point ce jeu quand même part aussi quand même pas mal dans l'originalité. Le métro de Raccoon City, donc on voit quand même assez dans Resident Evil 3. Flashback, il me semble que c'est l'hôpital, l'university, ou alors c'est l'université, je sais plus trop. Et Desperate Time, qui est le commissariat de Raccoon. Et il me semble qu'il y a encore 2 niveaux bonus à débloquer. Je suis pas sûr de ça, mais il me semble qu'il y avait des niveaux à débloquer. Il y en avait peut-être un peu moins dans le premier. Et parce qu'il me semble qu'il y a l'université et l'hôpital, un peu les deux. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va commencer par l'entraînement, donc le scénario dans le bar. Et là, on choisit son personnage. Donc là, vous voyez, armé d'un pistolet efficace dès le début. Donc lui, Kevin qui est policier. On a Mark qui est vigile, donc très efficace avec les armes de mêlée. Chacun a une spécificité, un truc en plus. Jim, employé métro, George, médecin. Donc lui, il peut fabriquer des médicaments. Et du coup, il me semble que c'est le seul qui peut, par exemple, combiner les herbes, puisqu'il est médecin. Donc c'est quand même cool d'avoir toujours un médecin dans l'équipe. David qui est capable de créer des armes à l'aide d'outils, donc lui, il peut faire du craft. Alyssa, donc il peut crocheter les serrures. Alyssa, dont d'ailleurs vous avez dans le manoir des Baker dans Resident Evil 7, vous avez un article de journal qui parle, je crois, des 25 ans de la destruction de Raccoon City et tout, les 20 ans. Et le journal est signé Alyssa. Le nom avec son nom de famille. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est que ils veulent pas faire de remake à Outbreak. Peu de gens connaissent Outbreak, mais ils mettent des clins d'œil à Outbreak partout encore, vous voyez. Et du coup, ça prouve aussi, vu qu'elle est journaliste ici, qu'elle a survécu, sûrement à Outbreak. Yoko, donc c'est ce que je disais, elle peut transporter plus d'objets que les autres grâce à son sac. Cindy, qui peut soigner ses potes, donc qui est la barman. Donc là, on va commencer dans le bar de Cindy, justement. Et je pense, généralement, moi je joue Kevin parce que c'est quand même vachement cool d'avoir un flingue sur soi. On va prendre George, comme ça on peut éventuellement se fabriquer des médicaments. Et Yoko, pour éventuellement transporter plus de choses. Je remonte un peu le son du jeu. Et moi j'avais vraiment aimé Outbreak à l'époque, je trouvais ça très cool. Ah, on n'a pas la cinématique d'intro? Vraiment, on a une petite cinématique d'intro, on voit les zombies rentrer dans le bar et tout, et ça me terrifiait à l'époque cette cinématique d'intro. Bon, après ça reste un RE à l'ancienne. Alors comme jeu multi, le jeu ne se met pas en pause quand on va dans le menu. Parce que jeu multi... Ah oui, haute spécificité de Outbreak,
Donc évidemment, vous voyez message. D'accord. Ok, training. Ah oui, donc là ils vont nous apprendre toutes les bases, machin et tout. Autre spécificité de Outbreak, en fait, vous le voyez, c'est que bon, on vise à l'ancienne, caméra fixe, mais on a un bouton qui nous permet aussi de marcher en visant. Donc il y a bien eu un Resident Evil à caméra fixe, avec caméra magnétique visée assistée comme je le disais, et le fait de pouvoir marcher en visant. C'est quand même assez incroyable. Un fichier lire maintenant, donc tout ça, ça va être un peu l'entraînement. Allez, on va un peu, hop, comme on peut passer par là. D'ailleurs, j'ai pas les deux autres avec moi. Peut-être que je vais les trouver plus tard. Normalement, on peut jouer les trois sans trop de soucis. Hein. Ça vaudrait peut-être que le coup, du coup, que je prenne pas un niveau d'entraînement, que je prenne un niveau plus... tu sais. Ouais, parce que là, ça va vraiment écrire des fichiers, machin et tout. On va quitter, on va prendre un autre niveau, je pense que ce sera mieux. Même si le niveau du bar est quand même assez sympa. Peut-être que d'autres niveaux seront un peu plus action. Peut-être que ça va vous donner aussi envie de faire le jeu, hein, en émulateur ou n'importe où. Il y a une autre spécificité aussi de Outbreak qui était aussi liée à son côté multijoueur que je trouve vraiment cool. C'est que on a une jauge, je vous la montrerai peut-être après, le zoo de raccoon. Vous savez quoi, j'ai envie de faire le bâtiment abandonné dans la forêt. Je suis pas sûr que ce soit l'hôpital de RE3, à mon avis c'est vraiment la fac. On va refaire à peu près la même équipe du coup. On va se mettre en facile quand même, on va se faire trop bolos. Mais une des spécificités en fait c'est qu'on voit notre jauge de contamination qui augmente tout doucement au fur et à mesure du niveau. Et si on se fait mordre par des zombies, notre jauge de contamination augmente. Et si notre jauge de contamination arrive à 100, eh bien tout simplement on se transforme en zombie. Et du coup, nos coéquipiers en online étaient obligés de nous buter. Et c'est ça qui est triste, c'est que le côté online du jeu est ultra poussé et ultra intelligent, alors que très peu de gens ont pu jouer en online et quasiment personne en France à l'époque, puisque le jeu de PS2 est jamais réédité ni rien. D'où l'importance du coup de sortir ça un jour chez nous, quoi, en remake. Alors je sais pas si ça vaut vraiment le coup de prendre le flingue puisque j'en ai déjà un. Du coup je pourrais éventuellement le donner à Yoko. Elle va le prendre du coup. Voilà. Donc en fait tu tends le truc et après tu attendais que quelqu'un vienne le prendre. Un petit spray. Il y en a un deuxième là. J'espère qu'elle va le prendre quand même. Parce que... Bon, forcément, là, on joue avec des IA, donc c'est forcément un peu plus con que des joueurs. Georges, il est bien, il a deux trucs. Il a deux sprays, voilà, comme ça, chacun a un spray, c'est cool. Cinématique. I don't get many visitors around here. I hear the city's in quite a state right about now. C'est cool quand même de voir le fin fond de la forêt de raccoon avec les gens qui vivent un peu en ermite et puis du coup les bâtiments abandonnés. Comme dit, on voit c'est le seul jeu où on voit des endroits de raccoon qui ont été entièrement faits pour le jeu, qu'on voit pas du tout dans les autres jeux. Et du coup, on terminera. La fin de Outbreak File 2 n'est pas la même que Outbreak File 1. Comme dit, c'est quasiment le même jeu, mais c'est pas tout à fait pareil. Et la fin de Outbreak File 1 me faisait rêver. Parce que je pense qu'en fait, la fin d'Outbreak File 1 en fait, commençait à teaser une suite pour la saga RE qui n'a pas été choisie à cause du bid un peu de Outbreak hors Japon. Il a quand même un peu marché au Japon. Le problème aussi, c'est qu'il est sorti quasiment à la même période que RE4 et peu de temps après RE Rebirth et RE0, ce qui fait qu'il faisait un peu pas le figure parce qu'il était moins beau que les autres. Et puis surtout aussi parce qu'il était très. En fait, vous voyez, on peut jouer totalement solo et l'apprécier et faire l'histoire, mais il était beaucoup trop vendu dans sa com comme un jeu multi et ça faisait un peu peur aux gens, je pense, parce qu'à l'époque c'était pas démocratisé et que les gens n'avaient pas l'habitude de jouer à du multi sur PS2, quoi. Et on voit, on a carrément des PNJ liés à l'histoire qui sont devant nous, plus nos coéquipiers derrière qui nous suivent. Et je vous montrerai, pour finir ce live, la fin
original du premier Outbreak qui me faisait vraiment un peu... qui teasait une suite un peu mystifiante, un peu stylée en fait, pour la saga. Le jeu est pas moche en vrai, hein. On est sur du début de PS2. Là on a du zombie. Qu'il soit mort. Ah si, ah oui, ils disparaissent carrément quand ils meurent, c'est vrai. J'avais oublié ce... Merde, je vais les recharger. Ah oui, on peut donner un coup de pied avec certains persos. Du coup on a déjà le début du corps à corps dans les RE. C'est dingue à quel point il a été précurseur sur énormément de choses, hein, ce RE. Je sais plus du tout comment on recharge. On peut pas recharger directement. Je crois qu'il recharge automatiquement, un peu comme dans RE1. J'aime bien dans cette forêt, on a vraiment une petite ambiance Silent Hill. Donc lui, il est censé nous montrer le chemin, c'est ça? On va le suivre. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à Outbreak par contre. J'avais adoré, j'avais poncé à l'époque et c'est vrai que j'ai pas vraiment joué depuis. Comment je l'ai fait recharger? Il a rechargé tout seul? Ah oui, il a rechargé tout seul, ok. Ah merde, ah oui, j'ai pas vu qu'il y avait un zombie qui traînait comme ça. Waouh, le design du zombie avec les plantes qui lui ont poussé dessus et tout, c'est trop stylé. Du coup, je sais pas dans quelle forêt de Raccoon on est. Est-ce que c'est vraiment la forêt... Je crois pas que ce soit les montagnes Arklay, là où il y a le Manor Spencer. Sinon, on aurait peut-être vu le Manor Spencer en ruine dans le jeu, ce qui aurait été incroyable. Comme ce que disait RE5 dans ses prototypes. Le petit pont. Je crois qu'on va aller du coup vers le fameux bâtiment abandonné. J'entends mes coéquipiers qui me suivent derrière. Pas tarder à arriver. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent aussi se défendre tout seuls. Des fois, ils sont vraiment efficaces pour le coup parce que c'est toi qui les équipes. Et ils sont pas juste là un petit peu en mode soutien. C'est genre, c'est vraiment des personnages à part entière qui peuvent tuer des ennemis et tout. Et des fois te sauver la mise parce que dans ce jeu-là, ils peuvent des fois te raise ou ce genre de choses. Ils ont ce qu'il faut quoi. Donc ouais, à quoi que c'est peut-être quand même un hôpital, mais c'est pas l'hôpital de RE3 quoi. Là on est au fin fond de la forêt, donc c'est clairement des lieux, vous avez vu, en plus c'est des mini-maps ouvertes, avec des zones, machin et tout. Donc c'est vraiment des mini-maps ouvertes. Oh, putain, ça fait tellement Silent Hill par contre, cette map, c'est ouf. Des mini-maps ouvertes où ont été créées spécifiquement pour Outbreak quoi. Donc je trouve que c'est un jeu ultra ambitieux quand même. Oh! Oh bordel! Un mec avec une hache. C'est normal. Alors ça pour le coup c'est pas des zombies, c'est juste un mec qui est devenu taré, on est d'accord. Ah merde, ok, il est monté. Peut-être que nous on l'intéresse pas, je sais pas. Les qui? Peut-être qu'on peut ouvrir une porte avec. Je vais voir par là-bas. Moi ce que j'aime c'est le battement de cœur, je sais pas si vous l'entendez, on entend le battement de cœur du perso. À chaque ouverture de porte, et ce battement de cœur, en fait, c'est tu sais s'il est de plus en plus rapide, c'est ton niveau de contamination ou alors tu peux ton niveau de vie. Si t'es mourant, tu sens que ton cœur bat plus vite, etc. Parce que vous l'avez vu, il y a après comme les autres RE, souvent il y a pas beaucoup d'interface à l'écran et du coup tu peux te fier au battement de cœur quand tu changes de salle pour savoir un peu ton état. Une herbe verte. Pas la donner à quelqu'un. Je crois qu'on peut donner des ordres aux autres ou leur dire des trucs, mais alors je sais plus du tout comment. Là je leur dis d'approcher. Là je prends. Ah oui ok, avec le joystick droit du coup on peut leur dire, on peut leur donner des ordres. Bon vous savez quoi, je vais quand même la prendre. Hein. C'est pas perdu. Ah par contre je me suis fait niquer. Parce que ce flingue là, il faut ces munitions là, mais par contre c'est le handgun ward, c'est vraiment le handgun quoi. Par contre j'ai remarqué qu'elle Par contre elle a carrément 4 slots de plus que nous, Yoko. C'est quand même pas mal. Ah ok, tu peux lui dire utilise. Ok alors attends. Je vais lui prendre.
Voilà. Lui, je peux pas le déséquiper du coup, parce que c'est... Là, au moins, ça va me libérer un slot. Je vais le donner. Écoute, il est vide. Si elle peut me le transporter, c'est cool. Du coup, on va équiper celui-là. Comme j'ai plein de balles pour celui-là. Bon, tant pis, elle a pas d'arme, je vais essayer un peu de la couvrir. Un vieux carnet. Bon, toujours hein, les carnets à lire aussi, quand même, pour avoir du lore. Toujours un peu pareil. Après, c'est clairement pas un let's play qu'on va faire là, hein. On va jouer un tout petit peu. Moi, j'ai envie d'attiser votre curiosité autour de certains jeux de la saga. Et de peut-être envie de vous donner envie, enfin, de vous donner envie en fait de les découvrir par vous-même. Et surtout Outbreak, si vraiment vous êtes fan de la licence et que vous aimez vraiment le vieux lore de RE dans le sens lore de Raccoon City, Outbreak c'est juste un immanquable, vraiment à 150%. Et c'est d'ailleurs Outbreak qui t'explique encore plus en détail comment le virus en fait est passé du manoir Spencer jusque dans la ville par les rats, etc. En fait, juste l'intro du jeu t'explique comment le virus en fait s'est répandu. Et au final, c'est peut-être le jeu qui raconte le mieux les événements de Raccoon City. Hein. Clairement. Ah merde, ok. Il y a des plantes un peu partout. Vous savez ce qu'on va faire là, vous avez déjà vu un peu le principe du jeu, machin et tout, ses spécificités. Avant d'arrêter, on va faire un petit tour dans un lieu bien connu, puisqu'on sort de RE2 et de RE3 Remake il y a peu de temps. On va retourner vite fait au commissariat de l'époque d'Outbreak. Donc à la fin de chaque niveau, vous aviez vous pouvez faire du scoring en fait, il y avait un système de scoring, pardon, et on sauvegarde à la fin de chaque level. Il n'y a pas de moyen de sauvegarder pendant, donc en fait, c'est un mode survie où vous essayez de faire le niveau de A à Z. Le jeu a plusieurs fins également, comme les premiers RE. Je crois qu'il y a une fin par personnage que vous jouez en principal, mais vous avez encore des fins annexes, une fin secrète également. Et du coup, vous aviez le côté scoring, le côté multijoueur. Et il y a des choses que vous pouvez découvrir dans certaines salles, en fait. C'est pas un RE qui est pensé comme les RE en mode, vous avez un bâtiment avec des clés, etc. Et vous allez logiquement passer par toutes les salles, c'est-à-dire que tout ce qui a été créé pour le jeu va être utilisé à un moment ou à un autre. Là, globalement, il me semble que vous pouvez aller d'un point à un point B. Vous avez quand même des petits trucs à chercher pour ouvrir des pièces qui sont obligatoires. Mais vous avez des pièces un peu secrètes que vous pouvez ouvrir. Il y a un côté un peu jeu de rôle où vous ne serez pas forcé d'aller partout dans votre première run et vous allez peut-être redécouvrir des choses dans vos runs 2, 3, etc. Ce qui est très cool aussi pour un jeu RE et ce qui fonctionne très 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 bien. Pareil. On va revenir au commissariat, bien connu. On va prendre un autre perso pour changer. Yes. Alissa. Oh. Cinématique. Hein. Le lieu bien connu des fans, surtout avec RE2 récemment. Take a look at this. It's a map of this place back when it was an art museum. Donc là, on voit finalement le plan des... là, du coup, vous voyez... j'ai oublié son nom, mais le flic qu'on voit également dans RE2 Remake qui explique la situation à Léon et qui se transforme ensuite en zombie. Et qu'on voit également dans RE2 de la même manière. Mais là, du coup, on les voit avant que Léon débarque. Du coup, quand ils sont encore tous en vie, qui cherchent un moyen de s'échapper. Donc vous allez voir qu'on peut croiser les membres des RPD encore en vie à ce moment-là, dans les couloirs, etc., comme des PNJ. Et du coup, là, on est encore un peu dans le commissariat avant la merde. C'est ça qui est assez intéressant, quand même. J'avais oublié qu'on jouait Jim. J'ai pas d'armes. Qu'est-ce porte bonheur à celui-là qui la possède. Il va falloir trouver des armes. Donc voilà le commissariat qui avait du coup été remake pour la première fois à ce moment-là pour Outbreak. Du coup. On va trouver une petite arme. C'est vrai que pour le coup, la voie de la facilité, c'est un peu de jouer Kevin parce que lui, il commence tout de suite avec des armes. Mais selon le personnage qu'on joue, on peut totalement commencer à poil. Là, on peut récupérer aussi des antivirus
Là, vous voyez en fait le taux de contamination, il est en bas à droite, là, le petit rond avec 0,95. Et si vous allez manger des antivirus, en fait, vous allez faire baisser le taux de contamination. Ou alors, il me semble, c'est surtout le figer pendant un petit moment pour vous transformer un moins vite. En fait, c'est le taux de contamination qui détermine un peu le fait que les niveaux soient chronométrés, en fait. Tout simplement. Là, on voit encore, voilà. On peut parler au PNJ, on voit encore des gens vivants. C'est assez déconcertant quand on a joué à RE2 Remake. Là, on a des munitions handgun. Et on a le flingue qui va avec. Ça, c'est pas beau. On va s'en équiper. Donc là, pour le coup, pour le moment, on est séparés. Le scénario va nous réunir avec nos deux. Ah, on peut quand même sauvegarder la progression. Du coup, j'ai dit une bêtise. Donc dans certains niveaux, on peut quand même sauvegarder notre progression au sein des niveaux. C'est cool, en vrai. Faut penser à tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Et donc là, après, le commissariat, vous le connaissez, hein, on peut l'explorer. Et je vais vous montrer aussi un peu d'autres petites choses. Là, par exemple, si on va là... Vous savez à peu près qu'on a la salle, le bureau de réception, mais c'est la salle un peu où il... C'est ça, la réception du fait que le commissariat soit aussi un peu un musée. Donc là, vous avez quelques petites œuvres d'art. On voit encore le réceptionniste qui est encore ici. Donc avant vraiment que le commissariat soit mis à feu et à sang. Le fameux liqueur, la petite référence qui est également là. Hein, on va le croiser à peu près au même endroit. Donc le commissariat est explorable exactement comme dans RE2, Remake, etc. Mais si je ne dis pas de bêtises, on a quand même un peu plus de gameplay rien que dans le niveau du commissariat. À l'extérieur ou dans certaines rues de Raccoon, globalement les environnements sont encore plus travaillés et encore plus ouverts que dans les épisodes numérotés de la saga. Donc là on peut sortir du commissariat sans souci. Voilà, là on est à l'extérieur. On voit qu'il fait encore pas tout à fait nuit, donc c'est vraiment genre, je dirais 2 ou 3 heures avant l'arrivée de Léon en fait. Ça c'est... Déjà les zombies du coup devant. Et voir un peu à l'extérieur, je crois même qu'on peut leur tirer dessus, oui c'est le cas. Enfin bref, voilà. Je vous ai montré un peu quelle était la base de Outbreak, forcément. Ça serait vraiment cool, ça doit exister peut-être un serveur privé de Outbreak pour peut-être y rejouer aujourd'hui sur serveur privé, ça pourrait être très 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 cool. En multi, en coop, mais moi ce que j'espère surtout, bien sûr, c'est un jeu coopératif, un remake de Outbreak en coopération avec vraiment le même principe qu'à l'époque. Et si possible, pas aussi paresseux que RE3 Remake, avec tous les lieux qu'on avait vus, avec ces zones semi-ouvertes. Ça serait quand même assez fou. S'ils ont réussi à le faire en... Ça c'est quoi? C'est 2004 ou 2005? Ils ont réussi à le faire en 2004, je pense que Capcom arrivera quand même à le faire en 2022. Ils veulent absolument faire un remake de RE4, s'il vous plaît les gars. Déjà, votre Resident Evil Village est déjà à moitié un remake de RE4 avec beaucoup des mêmes features et des mêmes mécanismes. Et puis en plus, RE4, vous l'avez juste remaster HD. Surtout, vous avez sorti le remaster HD sur PC il y a 5 ans. Vous avez sorti le remaster PS4 et tout il y a quelques années, compatible PS5. RE4, il est quand même pas si vieillissant que ça. Il est ressorti sur Switch il y a 1 an et demi, je crois. Il n'y a aucun intérêt à faire un remake de RE4. Faites un remake de Code Veronica si vous voulez, ça on kifferait. Et faites un remake de Outbreak avec de la coop. Je suis sûr que les gens seraient heureux de voir ça. Vraiment. Vous avez réussi à écouter les fans pour RE2 Remake, etc. Continuez à le faire, ça serait cool. C'est super cool. Voilà, du coup, je vais juste vous montrer très rapidement. On va aller là. Je vais juste vous montrer du coup la fin de Outbreak original, la fin secrète du coup, quand vous avez fini un peu, je crois, tous les scénarios, etc. Outbreak, Ending, Secrets, qui moi à l'époque, déjà j'ai adoré la musique, et ce que ça montre, ça m'a fait un peu rêver quand même. C'est ça. Good Ending, cutscene. Ah non, elles y sont toutes du coup, ok. Donc moi, celle que je cherche, je pense que ça va être la toute dernière. Je vais vous laisser avec la musique et tout parce que je la trouve folle. Je vais bien mettre le son. Je vais vous montrer ça. Là, vous allez déjà entendre le thème d'Outbreak pour la fin du générique et puis vous allez entendre voir la fin avec la musique.
Reebok. C'est vrai que je crois qu'il y avait un placement de produit. Et du coup, la fin secrète de Old Black. Target will soon be in visual range. Hurry up. You only have 15 minutes left to get out of there. Roger. Here are today's results. It's been 6 months, but the number's still the same. There's no way people could sustain life there. Not humans, no. Sir, there's a call for you from the head office. Put it through. We'll start at noon, as scheduled. Is everything ready? Yes, we'll be dropping 2 for each, beginning with sample T4. The rest will follow at 15-minute intervals. Voilà. Alors, juste ce thème musical là de fin, je le trouve incroyable. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? Du coup, c'est que si j'ai tout bien interprété et tout bien compris, globalement, Raccoon a été détruit et il y a toujours une base qui a l'air d'appartenir à Umbrella, parce que la voix qu'on entend au téléphone, j'ai l'impression que c'est Wesker. Une base qui a l'air d'appartenir à Umbrella, qui est toujours sur pied, au milieu des décombres de Raccoon City, des ruines. Et si j'ai bien compris, il dit est-ce qu'il y a des formes de vie? Et il nous répond non, pas des formes humaines. Et d'après ce qu'on voit, peut-être qu'une souche du virus ou des éventuels monstres auraient survécu sous les décombres de Raccoon City. Et eux, en tout cas, sont là pour analyser, pour continuer à faire des recherches, comme si Umbrella était toujours présent à Raccoon, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression que le prototype de RE5 que je vous ai montré en début de vidéo, qui voulait faire revenir les personnages dans les ruines du manoir Spencer, aurait pu aussi répondre au fait qu'il y a peut-être encore quelque chose qui aurait dû se passer à Raccoon suite à la destruction de Raccoon, dans les ruines de Raccoon. Quelque chose aurait peut-être survécu et peut-être qu'on aurait été amené à un moment ou à un autre à revenir à Raccoon. Et ce qui est triste, que le seul média qui a exploré cette piste, c'est le film Resident Evil chapitre final avec Mila Jovovich, donc le dernier épisode, le 7ème des films live-action de merde. Le 7ème épisode qui est vraiment un des plus pourris, vraiment un des plus épileptiques en termes de montage, horrible à voir, mais où on ne sait pas pourquoi, avec vraiment des idées de merde et des idées complètement connes, fait revenir Alice sur les décombres de Raccoon City et la fait revenir dans le Hive, qui était du coup le genre de labo souterrain à Raccoon City du 2e épisode et du 1er épisode, et la fait revenir sur les ruines de Raccoon City, parce que c'est là où tout commence, que tout termine. Et j'ai l'impression que cette idée a été reprise de cette fin de Outbreak, en mode, ils auraient pu faire un jeu qui exploite le fait de revenir où tout a commencé, et en fait ils l'ont pas fait, et du coup c'est Paul W.S. Anderson qui a dit bon bah je vais l'utiliser pour un de mes films de merde. Quelle tristesse, putain, vraiment. C'est peut-être le nostalgique de merde et le fan inconditionnel des premiers épisodes qui en fait trop, et que peut-être ça aurait pas été intéressant de revenir sur les ruines de Raccoon. Mais moi, ça me fait rêver. Voilà, ça m'aurait fait vraiment beaucoup rêver de revenir ici et peut-être éventuellement sur les ruines du Manor Spencer, qui est un petit peu, je crois, en bordure du cratère, du coup un peu plus loin, vraiment dans les montagnes qui étaient censées être autour. On ne sait pas à quel point ça a été détruit, mais puis même voir juste les ruines de Raccoon, moi ça me fait un truc quand même. Voilà. Eh bien écoutez, chers amis, je pense que c'est ici que va se terminer cette petite VOD des familles. Je vous remercie à tous d'avoir suivi
d'avoir suivi cette VOD qui aurait dû être un live, mais d'avoir suivi cette deuxième partie de la trilogie Resident Evil. Pour les 25 ans, je voulais vraiment fêter l'anniversaire de ma saga préférée. Et je suis très content d'avoir pu le faire. Ça fait longtemps que je voulais parler de Resident Evil bien longuement sur cette chaîne. En tout cas, nous, on se retrouve du coup demain, donc qui correspond au vendredi 7 mai, pour la découverte du 8e opus de la saga Village, en espérant que ce soit cool. Et puis, je vous dis à demain. Demain, ça n'a pas de sens puisque vous regardez cette VOD, si ça se trouve en 2025, j'en sais rien. Bonjour du passé vers le futur. On se retrouve du coup pour la 3e partie. La prochaine vidéo sera la 3e partie de cette trilogie. Donc ce sera la découverte de Resident Evil Village. Des gros bisous. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Allez, salut!